Bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi pour parler d'économie circulaire et de sa place au service d'une finance plus sobre et plus résiliente. Vous dirigez tous les quatre des entreprises qui financent l'économie circulaire au quotidien. Est-ce que vous pourriez peut-être chacun à votre tour commencer par présenter les différentes solutions que vous proposez? Merci. Bien, je vais commencer. Alors, juste une petite précision, et je pense qu'effectivement je suis le seul dans ce cas, mais je ne dirige pas BNP Paribas Personal Finance. Moi, je suis juste chef de projet là-bas. Donc voilà, alors, pour être tout à fait précis, donc BNP Paribas Personal Finance, plus globalement, c'est CTLM en France, et c'est un acteur européen du crédit à la consommation. Et effectivement, au sein de BNP Paribas PF, nous sommes une équipe qui essaye de pousser les modèles de financement ou d'autres types de services financiers qui demain doivent favoriser l'économie circulaire là où on est présent. Voilà, un peu notre action au quotidien. Bonjour à tous, donc Jérôme Lazon, je suis dirigeant de Simple, le groupe Simple. On est spécialisé dans l'accompagnement des structures des distributeurs d'équipements, des retailers, des constructeurs pour mettre en place des solutions de location à destination de leurs clients B2B, B2C. Ça fait 20 ans qu'on le fait. On le fait en Belgique, en France et en Espagne. Et j'aurai l'occasion de développer tout à l'heure. Bonjour, moi je suis Bertrand Rigaud, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Rental & Partners, avec un nom anglais, mais c'est une société espagnole, parce que moi, anciennement, j'étais dans le groupe PSA, et donc j'ai pas mal voyagé, et depuis 10 ans, je suis en Espagne, donc c'est une société espagnole, c'est une fintech, avec un esprit quand même très international, très franco-espagnol, et on propose des solutions de location, de leasing, renting, comme on l'appelle en fonction des pays, et puis aussi de financement de différents produits, du produit consumer électronique, des produits de mobilité électrique et des produits solaires, principalement des clients B2C et un petit peu de clients B2B. Et voilà, et on est arrivé en France le mois dernier avec notamment un constructeur automobile de moto électrique qui s'appelle Nerva, du groupe BYD. Donc Emmanuel Rousseau, moi je suis le président de la société Liséthique, que j'ai créée il y a 7 ans maintenant. Liséthique, c'est une société de location à impact spécialisée dans le numérique responsable. Et on gère de bout en bout quand le client va acheter ses matériels pour les louer, avec un outil qu'on a créé il y a 6 ans, qui s'appelle Colibris, et qui permet de mesurer le taux de possession des actifs informatiques dans l'entreprise, c'est-à-dire combien j'ai d'assets digitaux par personne, parce que les chiffres là, franchement, sont pas bons du tout. Donc c'est le premier sujet sur lequel on peut avoir un impact. Et ensuite, c'est la gestion de la deuxième vie, de la troisième vie. Donc pour commencer, la rétrologistique, le reconditionnement, le blanchiment, l'effacement des données, un atelier de réparation qui va permettre de rendre réutilisable un matériel qui ne l'est plus. Par exemple, un téléphone bloqué par un code d'accès sur lequel on n'a pas les codes. On va dessouder le composant qui contient ce code pour en ressouder un autre, pour pouvoir refaire une carte mère qui va être réutilisable dans un téléphone qu'on va pouvoir recommercialiser et avoir un deuxième, voire un troisième usage. En fin de vie, quand les matériels n'ont plus de valeur marchande, avant ils partaient à la poubelle, aujourd'hui ils partent dans des associations, ils vont auprès de collégiens, dans des écoles, parce qu'il y a une vraie rupture numérique en France. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui n'ont pas un portable par personne pour travailler à la maison. Et à la fin de vie, vraiment, là, quand le matériel n'est plus du tout utilisable, c'est la déconstruction en D3E dans nos ateliers ou dans des ateliers partenaires. Et le fait d'avoir géré de bout en bout tous ces éléments nous a fait diminuer par 2 ce qui part à la poubelle, ce qui devient un déchet. On est passé de plus de 10% à 5%. Voilà. Merci beaucoup. Pour poursuivre, Vincent, vous travaillez donc chez Personal Finance sur la diffusion ou la mise en place de nouveaux business models. Quels sont selon vous les secteurs d'activité les plus dynamiques et comment vous voyez évoluer ces différents secteurs d'activité sur le sujet de l'économie circulaire? Alors, je pense que tout d'abord, ce qui peut être intéressant, c'est de replacer très rapidement l'économie circulaire,
puisque c'est compliqué pour moi de parler il n'y a pas de marché d'économie circulaire en soi. L'économie circulaire, c'est un système économique qui doit venir s'opposer au modèle linéaire, donc qui doit permettre au maximum de préserver les ressources, tout en intensifiant l'usage et limitant les conséquences de l'utilisation à la fin de vie. Une fois qu'on a posé ça, je vais recentrer vraiment par rapport à notre activité, celle de PF. Donc je vais me focaliser sur les biens de consommation des particuliers. C'est vraiment l'axe que nous on prend. Et il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui a été assez nouveau pour PF, parce que ça amène à se poser la question comment on peut accompagner le client à un usage plus durable de l'ensemble de ses biens. Nous, on est dans la finance, on se focalise sur le client, on fait du KYC, on se focalise sur nos partenaires, mais se focaliser sur le bien, c'est assez nouveau. Maintenant, on le fait. Et alors, je reviens à la question, ce qu'il y en est des tendances. Je vais me focaliser sur 3 choses qui touchent aux particuliers, 3 phénomènes qu'on peut observer, je pense que vous les avez vus. Le premier, c'est vraiment tout ce qui concerne la seconde main. Donc c'est vraiment le sujet du moment. Je ne sais pas s'il y a eu un sujet encore il y a 2 jours dans les Échos, là c'est Le Monde aujourd'hui. La seconde main, on voit qu'elle explose partout. On le voit au travers par exemple du fait que Vinted aujourd'hui pour les vêtements est le premier portail utilisé. On le voit sur le fait que les téléphones reconditionnés aujourd'hui, il y en a ça représente 20% du marché. Donc voilà, mais ça s'étend progressivement à l'ensemble des biens de consommation des particuliers. Alors vous pourrez me dire, voilà, mais quid de l'innovation, c'est pas nouveau la seconde main. Simplement, pour nous, ça draine beaucoup d'enjeux, notamment autour de cette connaissance du bien et cette connaissance de l'historique du bien. Et je pense que dans les temps à venir, toutes les innovations qui permettent d'en savoir plus sur l'historique d'un bien sont très prisées, notamment par des acteurs tels que nous. La deuxième tendance dont je souhaitais parler, c'est quelque chose qui est beaucoup plus serviciel, qui tourne autour de l'accompagnement des consommateurs, autour du soin qu'ils peuvent donner à leurs produits. Alors pour parler très concrètement, c'est tout ce qui peut s'agir aujourd'hui des offres type Darty-Max. Boulanger le fait aussi avec Boulanger Infinity. Ça, ce que ça traduit, c'est un changement de modèle où on va dire que l'extension d'assurance, c'est un peu un modèle dépassé, qu'aujourd'hui on est sur des environnements de biens. Et là où c'est intéressant en termes d'économie circulaire, c'est que ça déplace le focus beaucoup plus sur un besoin et un intérêt économique de réparer, notamment pour les entreprises qui proposent ça. Donc voilà, nous, côté BNP, on a une startup qui s'appelle Carapace qui s'occupe de ça. Et c'est un phénomène qu'on suit qui se développe énormément. Le dernier dont je vais parler, parce qu'en plus je pense que c'est celui sur lequel vont beaucoup revenir mes petits camarades, c'est tout ce qui tourne autour de l'intensification de l'usage, et donc notamment la location, mais pas que. Alors ça a 2 volets principalement pour les particuliers. Il y a le côté location ponctuelle, et là on ressort systématiquement l'exemple de la perceuse qui dure 12 minutes dans une vie aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout ce qui est partage et X multiples cycles autour de ça. Leroy Merlin s'y positionne énormément. Et on a aussi en location ou en abonnement, tout ce qui concerne plutôt la longue durée sur des objets essentiels du quotidien, donc typiquement les smartphones qui se développent de plus en plus. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que ça évite des phénomènes où la vie d'après du bien n'était pas garantie, et où au travers de ce type d'offre, voilà, on a un acteur tiers qui fait en sorte que la vie d'après du produit soit la meilleure possible. Voilà, à mon sens, les différents phénomènes qu'on peut voir apparaître. Merci. Vous, Jérôme, vous travaillez chez Simple. Vous travaillez sur les 2 segments, B2B et B2C. Pour continuer sur le B2C, est-ce que vous voyez des freins à l'adoption de l'économie circulaire au niveau des particuliers? Est-ce que vous pensez que c'est un sujet générationnel? Alors effectivement, il y a différents freins, dont le sujet générationnel. On voit bien quand on a des enfants la propriété n'est pas un objectif en soi. C'est bien la logique de dire je préfère le dernier smartphone en location, mais en location plutôt qu'en propriété. C'est pas le sujet, c'est l'usage qui prime. Pour moi, les freins vis-à-vis du particulier, c'est surtout un problème d'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas l'offre qui existe pour différentes raisons. On a effectivement des distributeurs qui sont habitués à faire du transactionnel, c'est-à-dire j'achète un produit chez le constructeur et je le revends. Il y a des prémices, tu en parlais juste avant, sur la partie seconde main. La location n'est là que pour organiser l'ensemble et faire en sorte que 100% des produits qui sont mis à disposition aient une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Donc ça reste un moyen.
Cette offre, elle existe, mais c'est vrai qu'il faut acculturer les directions financières, les directions marketing, tout l'ensemble de la chaîne, parce qu'il faut organiser la seconde main, il faut organiser la reprise, tout ce qui tourne autour de l'usage. Donc effectivement, on part d'un déficit d'offres aujourd'hui, pour répondre à votre question. Très bien. On entend aussi parfois quelques critiques sur l'économie circulaire en disant que c'est un nouveau levier de surconsommation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la surconsommation, c'est le transactionnel. Tu prenais l'exemple de la perceuse, c'est l'exemple que tout le monde cite parce qu'effectivement, je pense qu'on le fait tous. On a tous une perceuse qui a servi 12 minutes dans sa vie, c'est clair. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de le faire justement et de raisonner à l'usage. En fait, on parle la différence dans nos métiers, c'est qu'on n'est non pas centré sur le produit, mais sur le client. Donc l'usage, qui dit client dit usage. Donc de ce fait, on ne parle pas de surconsommation parce que justement dans une logique de remise à disposition en multicycle, c'est pour ça que je parle, c'est même pas l'économie circulaire dont on parle nous, c'est plutôt multicirculaire, avec un premier vie, avec une notion de cascading. Je prends un exemple sur l'IT, on en parlait tout à l'heure, on peut tout à fait louer un équipement neuf à un professionnel qui a un besoin de disponibilité maximum. Pour autant, dans une deuxième vie, quelqu'un qui démarre son activité, ce n'est pas le centre de ses occupations, il y a bien d'autres choses à aller chercher. Et si je prends l'étudiant, je ne pense pas qu'il en ait une surconsommation, lui, en usage. Donc on peut avoir ce multicycle en fonction des personas. Et là, on ne parle plus de surconsommation, parce qu'on ne multiplie pas les ventes, on multiplie les cycles de location, donc les cycles de vente. Très bien, merci. Emmanuel, vous travaillez plus sur le secteur B2B. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la maturité des dirigeants d'entreprise et puis la façon dont l'économie circulaire peut faire évoluer cette relation entre le constructeur et le financeur ? Alors, on a une maturité des dirigeants qui est, alors je sais que Bertrand en parlera tout à l'heure, qui est culturelle. Donc les pays anglo-saxons louent plus que les pays du Sud. Nous, on est à peu près au milieu. Résultat, en France, le marché de l'IT, c'est 10 milliards. Il y a 5 milliards qui est loué, 5 milliards qui est acheté. Donc c'est 50-50. Les motivations aujourd'hui qui font que les clients passent en location sont essentiellement jusqu'à présent en tout cas, étaient essentiellement pour des raisons financières. Des normes comptables, IAS, IFRS, etc., parce que ça leur permettait d'améliorer leur bilan. Ce n'était pas du tout dans le but de consommer moins, mais plutôt d'avoir une solution financière qui réponde à des impératifs, probablement ceux sur lesquels ils sont payés d'ailleurs. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des CODIR. On commence à voir, parce que l'informatique, quand on explique qu'aujourd'hui c'est 4% du carbone, mais que ça va passer à 14% en 2050, donc plus que le transport aérien et automobile réunis dans le monde, là, il commence à se poser la question. Nous, on a commencé avec l'application Colibris il y a 6 ans. On a fait les premiers rapports aux clients et en leur disant, en fait, tiens, lors d'un copil, voilà ce que l'impact de l'IT chez vous, et notamment avec un mapping des marques et des modèles, et en leur montrant que sur un même usage, donc là, on était vraiment sur qui l'utilise dans l'entreprise. Pour le même usage, on avait des ordinateurs qui avaient des impacts 2 fois supérieurs à d'autres. Mais au moment de l'achat, celui qui était 2 fois plus impactant était aussi le moins cher. Donc la question c'était, est-ce que j'achète un ordinateur qui est, je vais l'appeler irresponsable, à 1000 € plutôt qu'un à 1200 qui l'est un peu plus? La réponse c'était même pas regardé. Aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les critères d'appel d'offres. Donc il y a vraiment 1, culturel, 2, financière, et la 3, c'est la méconnaissance. Quand on dit, et donc on le répète à tous les rendez-vous, chaque fois qu'on peut échanger avec quelqu'un, un smartphone, c'est 250 grammes, c'est 80 kilos de matière première. Ça fait donc un peu plus de 79 kilos de déchets, une fois qu'on a terminé de construire l'appareil. Donc il faut les retraiter, ces déchets. Donc rallonger la durée de vie, c'est déjà limiter tout ça.
80% du sujet des chiffres qu'on a vus tout à l'heure sont à distance de main de l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est en face du collaborateur. C'est 78% exactement. Donc les data centers, les communications, les data dont on a entendu parler tout à l'heure, bien sûr il faut s'en occuper, les croissances sont très fortes, donc il y a un vrai sujet. Mais 78% du sujet, il est sur les outils digitaux mis à disposition d'un collaborateur pour remplir son contrat de travail dans l'entreprise. Donc c'est là qu'il faut focaliser très vite les énergies, les méthodes, les outils, parce que là, il y a un vrai impact à avoir. Chaque fois qu'on utilise un matériel 6 mois de plus, on diminue de 15% l'impact de l'entreprise, l'impact carbone, et donc l'impact matière. Un an, on est à 30%. Donc on peut avoir des effets très rapides si on prend le sujet en compte. Merci. Alors oui, j'étais sur la question des distributeurs et des constructeurs. Parce Oui, que la relation effectivement constructeur-financeur. Là, on a un marché qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à présent les grands appels d'offres, c'était des appels d'offres constructeurs. Donc étaient concernés HP, Lenovo, Dell, pour citer que les 3 plus grands. Et il n'y a qu'eux qui pouvaient répondre. Aujourd'hui, les appels d'offres, ils sortent, notamment avec la loi Rennes, d'avoir 20% de reconstitutionnés dans la fourniture de matériel pour les organismes publics. Sauf qu'un constructeur, il ne sait pas faire. Donc, il n'est pas éligible à répondre à l'appel d'offres. Donc, ils sont obligés de passer par d'autres sociétés, donc des distributeurs ou des loueurs, des gens qui vont être capables de fournir ces matériels reconditionnés. Et c'est là que notre travail de loueur, financeur des parcs, dont on détient la propriété, prend tout son sens. Parce que ça nous permet, auprès des grands acteurs, de dire les matériels, l'objet, c'est pas que vous les gardiez forcément 7 ans, mais qu'on fasse des cycles d'usage multiples, parce qu'on va avoir un marché de la demande du marché de seconde main qui explose, lié à ces changements réglementaires. Et donc sortir ces matériels pour pouvoir alimenter les appels d'offres en matériel reconditionné, il faut un matériel qui soit identique techniquement, parce que si on fournit 200 machines différentes à un client, c'est pas jouable, il faut lui fournir 200 machines identiques. Quand il en veut 2000, c'est 2000. Et de chez qui sortent ces 2000 machines? Elles vont sortir de chez AXA, Airbus, etc. Elles vont pas sortir de PME. Donc ces grands acteurs, ces grands industriels, ces très grandes entreprises, ils doivent donner l'exemple et ils doivent être le moteur de cette économie circulaire, on va dire, dans l'entreprise France. Ça doit être les premiers impliqués. Voilà. Et le fait que les constructeurs n'aient plus vraiment la main sur ces sujets-là, ils vont arrêter de nous raconter que des PC, ça dure que 3 ans, parce que c'est faux. Merci. Bertrand, vous le disiez tout à l'heure en introduction, vous travaillez à la fois sur le marché espagnol et puis depuis un petit peu plus récemment sur le marché français. Quelle différence vous faites entre ces 2 marchés et comment vous les voyez évoluer ou comment vous voyez évoluer celui de la France ? Alors oui, effectivement, je vais répondre peut-être encore plus, pas que sur le marché français et le marché espagnol, mais de façon plus générale, je crois qu'Emmanuel a commencé à le dire. Et je vais me placer sur le côté particulier que je travaille beaucoup plus que les entreprises. Sur le sujet environnement, économie circulaire, je pense que les prises de conscience sont à peu près similaires dans les pays. Après, ça dépend aussi des aides des pouvoirs publics qu'il peut y avoir, comme les bonus écologiques, etc. Mais sur la partie location, c'est vrai qu'il y a un phénomène intéressant, c'est un vrai phénomène culturel. Plus on va vers le nord, moins il y a d'attachement à la propriété. Et plus on va vers le sud, plus il y a un attachement à la propriété, ça c'est vrai. Alors, je peux prendre un marché que je connais bien, parce que moi je viens du groupe PSA, j'étais dans la banque PSA pendant 20 ans avant, donc je connais bien l'automobile. Et donc... on l'a vu, si on prend l'automobile, en Angleterre, on a à peu près un peu plus de 2/3 des voitures qui sont vendues avec des solutions de location, ce qu'on appelle la LLD ou la LOA. En France, on était à 10% il y a 10 ans. On est aujourd'hui à 52% de ventes à particuliers avec ces modalités-là de financement. Et sur l'Espagne, pays très attaché à la propriété, on était aussi à 10% quand je suis arrivé en Espagne, d'ailleurs il y a à peu près 10 ans. Et aujourd'hui, on est un peu moins d'1/3 de voitures qui sont vendues en location. Donc vous voyez, il y a vraiment un écart culturel. Et d'ailleurs, la durée, les Espagnols ont leur voiture pendant 12 à 13 ans, comme les Portugais d'ailleurs, alors qu'en Angleterre, c'est la moitié. Et la France, on est entre les deux. Donc il y a un vrai sujet culturel, au-delà aussi des sujets générationnels, exactement, des sujets financiers. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Sur les tendances,
pense que là, encore une fois, sur les particuliers, mais pour préparer cette intervention, je vais regarder un rapport d'une société française qui s'appelle Report Linkers, et qui a fait un rapport de mai 2023 sur l'évolution passée et future de l'allocation de tout ce qui est matériel informatique et électroménager au niveau mondial. Et donc on voit clairement qu'il y a une tendance, une croissance très très forte. En 2022, c'était 60 milliards. Et il prévoit un doublement entre 2022 et 2027, globalement dans tous les pays. Donc il y a vraiment une tendance générale pour plus de location. Donc comment je vois l'évolution? Déjà, c'est une tendance du marché, c'est clair, on le voit et on le vit tous. C'est pour ça qu'on est là et qu'on a monté nos sociétés, d'ailleurs. Deuxième sujet, il y a évidemment la prise de conscience de l'environnement, de l'économie circulaire, ça c'est évident. Il y a un sujet inflation, clairement. C'est-à-dire que l'iPhone 3, quand il est sorti en 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il valait 599 €. Aujourd'hui, l'iPhone 15, en moyenne, il vaut 1215 €. Donc ça a plus que doublé. Donc tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un iPhone à 1200 €. Et donc acheter son iPhone à 45 € par mois au lieu d'acheter one shot 1200, il y a aussi un intérêt. Donc il y a aussi ce sujet-là. D'ailleurs, les distributeurs avec qui je travaille, c'est aussi un des éléments. Il y a l'économie circulaire, évidemment, donner une image verte à son groupe, mais il y a aussi une réalité du client qui ne peut pas forcément s'acheter des produits qui sont devenus très chers. Donc ça, c'est un élément. Et puis, il y a aussi de plus en plus de gens qui souhaitent bénéficier de la tranquillité, parce que ces produits, encore une fois, je suis sur les particuliers, mais c'est aussi vrai sur les entreprises, ce sont des produits packagés, avec la location, l'assurance inclus, la maintenance, etc. Et puis aussi le buyback, c'est-à-dire qu'on récupère le produit. Donc c'est aussi bien pour des gens qui ne veulent pas s'embêter. Je casse mon écran, c'est pas grave, c'est assuré. J'ai pas besoin de me préoccuper de la revente, parce que tout est inclus dans l'offre. Donc il y a aussi ces sujets de tranquillité qui sont importants. Et justement, vous associez tous beaucoup la location et l'économie circulaire. Comment la location peut contribuer à l'économie circulaire? Parce qu'on pourrait très bien imaginer que on a des produits en propriété, puis on favorise plutôt la remise dans le circuit. En quoi la location est vraiment vertueuse pour l'économie circulaire? Alors, c'est pour qui? C'est pour moi ou c'est pour Emmanuel? Pour vous, si vous voulez. Alors, Emmanuel, n'hésitez pas à compléter après. Emmanuel, tu compléteras. Effectivement, les deux sont liés. Je dirais que la location favorise grandement l'économie circulaire. Et je pense qu'Emmanuel le dira aussi bien que moi, voire mieux que moi. Dans le sens où la location permet d'allonger la durée de vie des produits. Et un même produit, je sais que c'était un argument aussi quand j'étais dans l'automobile. C'est-à-dire qu'en 9 ans, la voiture a 3 propriétaires, alors que si on vend one shot, la voiture est à un seul propriétaire. Donc on augmente la durée de vie du produit. Donc on vend moins de produits nouveaux, puisque le produit qui est en location, finalement, il passe de main en main. On diminue les déchets, ça c'est un élément important. Il y a aussi, avec la location, une prise de conscience des dirigeants. Je vous donne un exemple juste après sur le recyclage de leurs biens. Et puis, aussi l'envie de faire des produits de meilleure qualité et réparables facilement, puisqu'ils vont passer de main en main et puis ils vont avoir une durée de vie plus longue. Donc c'est en cela. Après, ça dépend des produits. Je vous parlais d'automobile. Alors c'est vrai que quand on parle d'automobile, location automobile, on pense pas forcément à l'économie circulaire. C'est pas le premier bien qui nous vient à l'esprit. Et pourtant, c'est le premier produit sur lequel on a fait la location et on a fait l'économie circulaire depuis des années. Et on roule avec des voitures d'occasion depuis des années, alors que les vêtements, c'est assez récent. Donc ça dépend des produits. L'automobile, ça fait des années. Tout ce qui est électronique, et encore une fois, je suis sur les particuliers, c'est une tendance relativement récente, il y a quelques années. Et ça dépend des pays, comme je vous disais. Et après, par exemple, il y a un produit, et Vincent en parlait, les vêtements, la mode. On est en plein dans l'économie circulaire. Et c'est vrai que je lisais l'article des Échos, tout super intéressant. Finalement, dans l'industrie textile, Vinted est numéro 1 devant Zara et tous les autres. J'étais surpris de voir ça. Et là, on n'est pas du tout dans la location. Alors, est-ce que plus tard, on aura de la location des vêtements? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura de la souscription de vêtements? Peut-être. Mais en tout cas, voilà une industrie sur laquelle on est en plein dans l'économie circulaire, mais il n'y a pas de la location. Donc, ça dépend aussi beaucoup des produits. Sur la prise de conscience des dirigeants, alors elle est claire. Elle est claire. Tous les dirigeants sont à fond sur ce sujet, l'économie circulaire, de l'environnement. C'est vraiment dans les stratégies de toutes les entreprises. Et l'économie circulaire fait partie des priorités, évidemment.
Après la location, il y a aussi un sujet business, il ne faut pas non plus se leurrer, parce que c'est pour donner une image verte à son groupe, ça c'est une réalité, mais c'est aussi business. Pourquoi? Parce que ce que je vous disais, ça permet aux clients d'avoir accès à des produits qu'en payant one shot, ils n'auraient pas. L'exemple que je donnais sur l'iPhone, c'est aussi parce que ça fidélise. Et dans l'automobile, je peux vous dire qu'en moyenne, il y a à peu près 70% des clients qui prennent ces solutions de location LLD qui renouvellent, parce qu'il y a un renouvellement presque automatique, donc une fidélisation à la marque. Et ça, ils en ont évidemment bien conscience. Il faut se démarquer de la concurrence, puis il faut fidéliser ses clients. Aujourd'hui, c'est clé. Et puis ensuite, un troisième élément, c'est le marché de l'occasion. Il y a un marché de l'occasion qui est en train d'exploser sur plein de sujets, plein de marchés. Et donc, ils ne peuvent pas laisser ce marché à d'autres. Donc, les constructeurs, on a aujourd'hui Fnac, Deuxième Vie, Decathlon, Occasion, Carrefour, Occasion, Ikea. Ikea Occasion qui est aussi mis. Et alors pour vous donner un exemple, moi je travaille en Espagne, et donc on a lancé en France et en Italie avec cette société. C'est un groupe chinois qui s'appelle BYD ou BYD, qui est le premier fabricant de véhicules électriques au monde. Et ils ont lancé, en démarrant avec l'Espagne, une moto électrique qui s'appelle Nerva. Voilà. Et c'est dès le début, pour vous parler de la prise de conscience de ce côté, sur la circularité, dès le début du projet, il y a quelques années, ils se sont mis dans l'idée de le faire en location avec l'objectif de récupérer eux-mêmes les batteries, parce qu'ils ne voulaient pas que les batteries se retrouvent dans les décharges. Et donc, ce projet, c'est pour ça qu'ils nous ont contactés directement en Espagne, ils vendent la moto soit en location complète, ou sinon, ce qui se fait le plus, en location de la batterie sur 5 ans avec garantie. Pourquoi ils font ça? Parce que ce qu'ils veulent, c'est s'assurer qu'au bout de 5 ans, ils récupèrent la batterie. Ils ont des accords avec des fondations. Ces batteries, 3 batteries, ça fait un accumulateur d'énergie, donc ils stockent l'énergie, et ensuite c'est envoyé dans des pays en voie de développement, dans des écoles, dans des hôpitaux. Et il y a même, en tant que client, si le client il veut, il a son numéro de série, il va sur le site avec son numéro de série, il peut voir dans quelle école, dans quel hôpital est tel ou tel, son accumulateur d'énergie dans lequel il y a sa batterie. Vous voyez, et ce sont des Chinois, on dit que les Chinois sont des gros pollueurs, mais là en l'occurrence, c'est BYD, c'est un gros acteur, et eux ils sont depuis le début de ce projet Nerva dans l'idée de faire de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment un exemple concret, mais j'en ai d'autres. Voilà. Oui, vous voulez compléter, Emmanuel? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la location n'est pas un prérequis pour l'économie circulaire. On le voit avec les vêtements. Pour le digital ou les voitures, c'est un autre sujet. Sur un vêtement, il n'y a pas de numéro de série. Sur l'IT, tout a un numéro de série. Donc, un truc que je raconte souvent, parce qu'il a eu lieu, c'est... on a travaillé avec un grand avionneur européen que tout le monde connaît. Donc il y a quelques années, dans une autre vie, j'ai racheté l'ensemble du parc informatique d'Airbus, 89 000 PC, ils sont 55 000 personnes. Donc déjà, ça veut dire qu'il y avait un problème pour compter. Deuxième chose, un soir, à enquête exclusive, enquête sur les décharges des pays occidentaux dans les pays du Sud, un gros plan sur une décharge et sur un ordinateur avec un bel autocollant Airbus. Donc ce qu'il faut faire, et aujourd'hui les dirigeants en prennent conscience, et c'est ce que je leur dis, si vous ne traitez pas ce sujet, donc si vous en avez la propriété, si votre PC il se retrouve je ne sais où, sur les réseaux sociaux, il y a 15 ans, c'est resté... il n'y a pas grand monde qui en a entendu parler de cette histoire. Il y a les gens d'Airbus, parce que le lundi matin, ça a dû souffler un peu dans les branches de tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, si la même chose arrive, vous imaginez sur les réseaux sociaux ce que ça va donner. Donc en tant que patron d'entreprise, pensez que quand l'ordinateur il est mis dans une benne sur un parking et que donc j'ai réglé mon problème parce que je l'ai sorti des livres de l'entreprise, bah, ça ne va pas suffire, parce qu'il va falloir remonter, on va remonter avec le numéro de série, on va remonter jusqu'au client. Et là, on a vu les amendes qui commencent effectivement à tomber. Alors elles sont de 10 000, elles passent à 50, elles vont passer à 100, elles vont passer à 500 000. Certes, pour des grands groupes, ça peut paraître léger, mais en termes d'image, c'est catastrophique. Voilà. Donc la location d'outils dans l'entreprise et pour les particuliers, ça va être aussi un peu la même chose. Ils sont tous traçables. Donc on sait tous ce qu'ils deviennent. Voilà. Ce qu'on essaie de faire aussi notamment, c'est qu'en toute fin de vie,
c'est de donner, parce qu'on revend les matériels aux collaborateurs de nos clients, c'est de leur donner des incentives pour qu'ils nous les rendent quand ils les utilisent plus. Et on essaie de faire ça soit avec les entreprises, soit avec les mairies, les régions, etc. Contre un billet de cinéma, de théâtre, un pass culturel ou quelque chose comme ça, pour qu'on puisse les récupérer et là vraiment les détruire si jamais ils sont cassés, qu'il y ait une compensation et qu'ils finissent pas dans la nature. Merci beaucoup. Si je peux juste ajouter sûr. par rapport à ce que vous venez d'exprimer, chez Simple, donc on travaille en B2B et B2C. Effectivement, aujourd'hui, on récupère 80% des équipements loués en B2B. Et ça me fait penser à un parallèle avec Decathlon, pour qui on a lancé l'offre vélo enfant. C'est juste pour que tout le monde prenne bien conscience de en quoi la location est un moyen de récupérer 100% des équipements. Je veux juste vous poser la question, pour ceux qui ont des enfants en âge d'avoir un vélo, est-ce qu'on n'a pas tous un vélo, c'est pas la personne, mais est-ce qu'on n'a pas tous un petit vélo qui traîne dans le garage en disant bon, c'est pas grave, soit on va avoir un deuxième, soit de toute façon on va le donner au neveu, etc. Et puis finalement le vélo il reste dans le garage. Et c'est le constat qu'a fait Decathlon, parce que déjà ils voyaient leur vélo sur le Bon Coin dans un état pitoyable à des prix pas possibles. Donc là ils ont trouvé un intérêt à se dire finalement je vais proposer un abonnement pour être sûr de le récupérer plutôt que le voir sur le Bon Coin. Donc c'est en ça, c'est juste pour rebondir sur ce qu'on disait, c'est pas un objectif en soi la location, c'est un moyen de récupérer un maximum des équipements, c'est tout. Très bien, merci beaucoup. Et Vincent, du coup, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est applicable à tout type d'équipement? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à se dire il faut appliquer l'économie circulaire à tout type d'équipement? Alors, parlons d'économie circulaire, non seulement c'est applicable à tout type d'équipement, mais pour revenir 2 secondes sur les enjeux, c'est absolument nécessaire d'aller vers ça. On l'a vu tout à l'heure un petit peu avec l'observatoire de Frugger, mais plus globalement, l'économie circulaire, elle part du constat qu'aujourd'hui, l'extraction et la fabrication des biens, globalement, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi 90% de la destruction de la biodiversité et 90% du stress hydrique qu'on observe. Donc globalement, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Il faut aller vers ça. Et heureusement qu'il y a la possibilité de switcher vers de l'économie circulaire pour tous les biens. Maintenant, pour ce qui est des limites, alors moi j'en vois 2 principalement, et d'ailleurs ça ressort exactement au travers de ce qu'on a pu échanger jusqu'ici. Dans les exemples qui fonctionnent bien, qui ont été cités, que ce soit à BYD avec la moto ou que ce soit avec le matériel électronique, ce dont on se rend compte, c'est qu'à chaque fois, il y a un souci de l'intégralité du cycle de vie de l'objet dès qu'on construit l'offre. Et ça, c'est fondamental. La limite pour l'économie circulaire et le véritable danger, c'est que, j'ai envie de dire, l'expression, et on s'en rend bien compte, elle a été un peu victime de son succès, et le mot peut être emprunté très rapidement. Et comme on l'a dit, on l'a répété, il faut le marteler, typiquement la location, par exemple, ce n'est qu'un moyen. Et tout organisme qui ferait la location sans raisonner jusqu'à la fin de la vie du produit, c'est parce qu'il y a certains produits, typiquement je prends la télévision, où la 2e, 3e X vie, le marché du reconditionné n'existe pas encore, ça peut générer une réduction de la durée de vie moyenne. De la même manière, on parlait de Vinted, c'est super, ils sont la première plateforme. Maintenant, on sait tous qu'avec Vinted, c'est aussi l'explosion d'un effet rebond où les consommateurs aujourd'hui soit sont déculpabilisés parce que c'est de la seconde main, soit se disent je vais en prendre plus. Donc il faut vraiment garder en tête que le principal risque de l'économie circulaire, c'est de se voir associé à des choses qui ne sont pas réellement circulaires, parce que dans l'esprit des gens, après, ça peut générer ce dont la question qui a été formulée, qui est mais est-ce que l'économie circulaire ne favorise pas la surconsommation? C'est plutôt voilà, quand on emploie mal les moyens d'y arriver, on peut déboucher là-dessus. Et en cela, je pense qu'il y a vraiment un aspect fondamental à travailler les indicateurs. Ce sera le juge de paix demain. C'est-à-dire que demain, je crois que ce matin vous avez beaucoup parlé de data et tout, mais tout ce qui permet de tracer, tout ce qui permet de donner des preuves de l'allongement de la durée de vie, ira dans le bon sens vis-à-vis de ça. Ça, c'est le premier danger pour l'économie circulaire. Le deuxième, et ça revient à ce que je disais au début, c'est plus un problème de rythme. C'est-à-dire que les enjeux qui sont associés à l'économie circulaire font qu'on doit rapidement passer du linéaire au circulaire. Le vrai danger, c'est l'inertie. Alors,
pour ceux d'entre vous qui sont accoutumés aux fresques et tout ça, on voit souvent un triangle qui est celui de l'inaction où l'individu, l'État et les entreprises se regardent en chien de faïence. Là, on a la chance sur ce sujet-là de se dire qu'on a des mouvements sur chacun des aspects. Les individus, on en a parlé, c'est peut-être l'inflation qui les fait bouger, mais ils changent leurs pratiques. Les entreprises, alors sur certains types de produits, effectivement, c'est économiquement viable, et ça le sera de plus en plus quand ils se rendront compte que l'économie linéaire, c'est des problèmes d'approvisionnement ou d'autres types de problèmes. Et je crois qu'on va parler de la réglementation juste après, mais on a une fenêtre de tir qui était plutôt favorable, qui est fragile, mais favorable. Donc voilà, il faut simplement se dire qu'il y a des mouvements qui s'amorcent. Il y a nécessité d'accélérer, mais globalement, ça reste assez fragile autour de l'économie circulaire. Très bien. Emmanuel, vous voulez compléter sur la réglementation et son évolution ? C'est la réglementation effectivement qui a commencé à arriver et on voit que donc forcément il y a une prise de conscience parce que il y a des objectifs qui sont chiffrés, qui sont datés. Il y a des nouvelles réglementations qui arrivent, qui vont être de plus en plus contraignantes. Il faut justifier aussi maintenant de plus en plus, pas simplement dire j'ai entamé un parcours numérique responsable, ce qui est déjà énorme, parce que tout le monde ne le fait pas. Mais il va falloir justifier les données, où est-ce que je les prends, si elles sont auditables, etc. Parce que, je me répète, mais il y a les premières amendes qui viennent de tomber. Donc elles ne sont pas significatives en termes de montant, mais bon, ça fait des ordres. Et je pense même qu'il n'y en a pas suffisamment. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait, et là l'État devrait peut-être aller plus loin. Il l'a fait pour le public, mais il faudrait aussi le faire pour les entreprises privées, de taxer différemment le matériel, d'où il vient, où est-ce qu'il a été fabriqué, son poids carbone, etc. Les travers de l'économie circulaire, sans citer de nom aujourd'hui, mais l'essentiel des iPhones qui sont revendus aujourd'hui en reconditionnés, ils ont fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans votre poche. Ils sont achetés aux États-Unis, renvoyés en Chine ou dans les pays de l'Est pour être reconditionnés, puis remis sur le marché français. Là, il y a une traçabilité, c'est facile. Un téléphone, il a un numéro de série unique dans le monde entier. On peut savoir où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'il a été vendu, qui l'a utilisé, par qui il a été racheté. Donc j'ai vu une société sur son site internet, il y avait marqué Remade in France. Je trouvais ça assez génial. Mais effectivement, le circulaire uniquement sur le territoire au moins européen, ça devrait être une réglementation imposée, point. Nous, tous les matériels qu'on reconditionne, ils ont été achetés par un constructeur ou un distributeur en France pour un client français, reconditionnés en France et revendus en France. Voilà. Dans des ateliers dans lequel on forme des techniciens à la micro-soudure. En fait, on recrée des métiers qui n'existaient plus. Dans les années 70, 80, 90, les sociétés de maintenance, les techniciens de maintenance, ils réparaient les ordinateurs, ça valait des fortunes. Un PC, sa valeur rapportée à 1995, un ordinateur portable, c'est 15 000 euros. À 15 000 euros, on ne le jette pas, on le récupère, on le répare et on le remet dans l'entreprise à un autre utilisateur. À 600 balles, on en fait quoi ? Avec 350 euros pour changer un écran, parce que c'est ce que revend le constructeur, vous n'avez pas un DSI qui va payer la réparation du PC, il en rachète un neuf. Donc c'est ça sur lequel il y a un vrai travail à faire. Aujourd'hui, par exemple, sur les écrans de smartphone, quand il est cassé, avant on changeait l'écran. L'écran, c'est 3 couches, le verre, le tactile et l'affichage. Aujourd'hui, on a des outils pour juste décoller le verre, garder le tactile et l'affichage, recoller du verre, ça coûte 25 euros. En coût pour le faire pour nous, d'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on va facturer 45 euros, quelque chose comme ça. Vous remettez en service un téléphone pour 45 euros qui, avant, un écran par le constructeur, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc il partait à la poubelle. Et donc c'est tout ça qu'on doit, par la réglementation, imposer, qu'on revienne à former des techniciens, refaire de l'industriel électronique, ça reste de l'électronique. Quand un téléphone est cassé, il est passé sous une roue de voiture, vous ne pouvez plus l'utiliser, mais sauf que la carte mère, tous les composants, en général, on peut encore les sauver. On les dessoude, on les prend, on les stocke, on les réutilise sur d'autres cartes mères et on remet en état des téléphones ou des PC. Je vais vous donner un chiffre. Sur un client, on a rentré 5000 smartphones. 5000 smartphones, il y en avait 67% qui étaient en grade A. Donc grade A, parce que, petit détail, on ne loue que des matériels qui ont une coque et une protection de verre, sinon on refuse de les louer aux clients, parce que sinon ils nous les rend cassés.
Donc déjà, ça lui impose de nous rendre du matériel en bon état. 67% qui étaient en grade A, c'est-à-dire que si j'enlève la coque et que j'enlève le verre, vous ne voyez pas la différence avec un neuf. En grade B, il en restait à peu près une quinzaine de pourcents, et les grades C et D, on les a utilisés pour pièces, pour refaire des baies. Voilà. Et finalement, on a jeté, alors jeter, c'est déconstruire, jeter les coques et les verres, mais garder les composants, que 10% du total qu'on a gardé pour réparer les mêmes qu'on revend aux collaborateurs de nos clients, dont le SAV est fait dans une entreprise adaptée, à qui on donne les composants pour qu'ils puissent les remettre en état quand certains des matériels sont cassés. On fait juste de la maintenance. Ça, dans les années 80-90, c'était le standard. Voilà. Très bien, merci. Et Jérôme, avant l'arrivée de toute cette réglementation, donc on voit bien avec ce que vous dites, Emmanuel, ce qu'on pourrait en attendre. Avant ça, qu'est-ce qu'on peut attendre du secteur de la finance pour favoriser l'économie circulaire ? Alors oui, juste pour ajouter sur quand même la réglementation, on a aujourd'hui dans la finance une tendance aussi à proposer des pseudo-locations. Je parle plus dans le domaine du B2C parce qu'il y a une réglementation qui est différente, puisqu'effectivement le monde location entreprise est plus facile, c'est connu dans les plans comptables, etc. On contourne un peu aujourd'hui avec des offres de financement des offres qui ne sont pas à l'usage. Je donne un exemple très clair. Aujourd'hui, on parle de location sur des choses où en réalité il y a une option d'achat, donc on n'est pas du tout dans la circularité. En fait, c'est un moyen de détourner des règles, et je pense qu'à terme, ça va desservir le marché et desservir les offres réellement circulaires. Mais pour pousser ces offres circulaires en matière d'abonnement, de location, effectivement, ça vient effectivement des freins aussi. Il faut, je pense, vis-à-vis de la fonction financière, expliquer comment ça marche, parce que ce sont des modèles qui ne sont pas connus. Ces modèles où on ne sait pas constater le revenu. C'est des modèles où les directions financières ont peur, les directions générales ont peur, les directions marketing ont peur. Alors peur, c'est un bien grand mot, mais dans l'idée, c'est vraiment l'inconnu total. Et je pense qu'on a besoin d'expliquer comment tirer un revenu, parce que ça reste des entreprises, nous sommes des entreprises, donc il faut tirer un revenu, mais les modèles sont totalement différents. Et ça fait bouger beaucoup les chaînes. Je me souviens de quelqu'un qui disait, dans le retail, oui, mais moi, quand j'ai vendu à mon client, c'est bon. Sauf que dans le modèle circulaire ou le modèle à usage ou le modèle de location et d'abonnement, je fais volontairement parce que pour moi c'est très lié, on a un débat là-dessus, c'est pour ça. C'est très lié. Et à l'inverse, quand on vend à l'usage, on va commencer sa relation avec le client quand il passe en caisse. Alors je reprends mal les propos de quelqu'un qui l'avait très justement exprimé, mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que vous parlez à quelqu'un qui a l'habitude de vendre, il passe en caisse, c'est fini. Éventuellement, il vend une garantie, puis c'est fait ailleurs. À quelqu'un qui va rendre communautaire un client, qui va lui dire « je loue chez telle enseigne », et qui va revenir en magasin si ça ne marche pas. Wow. Donc, les organisations ne sont pas aujourd'hui capables de traiter. Alors, l'avènement de l'occasion du broc, comme on dit dans le métier, est un élément important, puisqu'on commence à avoir cette culture du produit qui revient, qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir reprendre, qu'il va falloir reconditionner, et surtout, dont on va tirer un profit parce qu'on va le revendre. Donc là, on commence à intéresser du monde. Sur la réglementation, j'en ai parlé, il ne faut pas que l'usage devienne un crédit déguisé, c'est clair. Il faut que les organisations soient capables de traiter ce nouveau modèle économique. Il y a du boulot, mais nous, à notre petite échelle, on ne peut pas le faire non plus. Donc c'est vraiment, c'est aussi pour ça qu'on fait partie de structures qui permettent d'en parler plus facilement. Et puis, il y a un élément qui, pour moi, est important, c'est l'usage, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On en a parlé tout à l'heure. C'est effectivement un certain nombre d'acteurs. C'est extrêmement difficile d'être individualiste dans le métier de la location, dans le métier de l'usage, dans le métier de l'abonnement. Quand on parle, on essaye d'internaliser certaines choses, mais on est obligé d'aller chercher des services à droite, à gauche. Donc ça change un peu le business aussi, parce que je pense qu'on a quand même une grosse culture en France de... Je ne vais pas discuter avec lui, on en parlait, on est confrères, on n'est pas concurrents. À un moment donné, on peut s'échanger des façons de fonctionner, des acteurs, on peut aussi se réunir pour organiser une filière. T'en parlais, c'est vraiment, pour moi, une source d'emploi en France énorme.
j'ai fait partie de la fédération Aircube du réemploi. On se battait justement sur ce sujet. On avait créé une école de formation parce que oui, on peut réparer les smartphones, mais il faut trouver des gens qui savent le faire. Donc il y a vraiment toute une chaîne à créer et à s'organiser tous ensemble pour le faire. Et c'est ça qui est aussi passionnant. Très bien, merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir avant qu'on conclue ? Pour juste reprendre ça, on est en train de créer des nouveaux métiers, des gens en réinsertion qui réapprennent des métiers alors certes, effectivement, il faut y passer un peu de temps, mais il y a un marché qui explose. La valeur des matériels de seconde main a doublé, il y a une pénurie, donc il y a une demande qui est très forte. Donc là, il y a des vrais investissements à faire, et si la finance, et notamment les financiers, peuvent venir là-dessus pour qu'on puisse... c'est des ateliers, c'est pour dessouder des micro-composants, il faut des lunettes spéciales, des outils spéciaux qui coûtent relativement cher. Pour décoller les verres, etc., c'est des outils qui ne sont pas donnés non plus. Des machines à plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc. Mais il y a une demande qui est colossale. Donc là, on a besoin de sous, s'il y en a dans la salle. Et on est plusieurs à en avoir besoin. Il y a une quête à la sortie, je crois. Voilà, j'espère. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci à tous.